Le 1er septembre 1939, deux décisions furent prises qui allaient changer le cours de la Seconde Guerre mondiale. L'une déclencha la guerre, l'autre y mettrait fin. Tôt ce matin-là, Adolf Hitler envoya sa Wehrmacht s'écraser sur la Pologne. Les panzers allemands franchirent la frontière, tandis que les bombardiers de la Luftwaffe obscurcissaient le ciel. L'Europe avait plongé dans sa deuxième guerre mondiale en une génération. Plusieurs heures plus tard, à plusieurs fuseaux horaires de distance, le président Franklin Roosevelt fit une annonce discrète. Il avait choisi un nouveau chef d'état-major pour l'armée des États-Unis. Le nom surprit presque tout le monde, le général George Catlett Marshall. Pas le choix évident, pas même proche. Roosevelt avait contourné 33 généraux plus anciens pour le choisir. 33 officiers qui techniquement surpassaient Massopes et Marshall en ancienneté, qui avaient attendu plus longtemps dans la file, qui croyaient que le poste leur revenait de droit par leur temps de service. Le général de division Hugh le favori pour le poste, avait occupé presque tous les postes supérieurs de l'armée en dessous de celui de chef d'état-major. Il avait été recommandé pour le poste à plusieurs reprises depuis 1930. Ses partisans furent choqués, ses alliés furent furieux. Marshall était pratiquement inconnu en dehors des cercles militaires. Il avait passé la majeure partie de sa carrière dans des postes d'état-major, planifiant des opérations, organisant la logistique. Il n'avait jamais commandé de troupes dans un combat réel. Il avait 58 ans et n'était devenu général de brigade que 3 ans plus tôt. Mais Roosevelt vit quelque chose que les autres avaient manqué. Marshall avait de l'intégrité. Il disait la vérité au pouvoir. Il ne jouait pas à des jeux politiques. Lors d'une réunion avec le président, Roosevelt demanda à Marshall s'il était d'accord avec une proposition. Marshall dit non. Il expliqua exactement pourquoi c'était faux. Les conseillers de Roosevelt furent horrifiés. On ne contredisait pas le président comme ça. Marshall s'en fichait. Il n'était pas là pour dire à Roosevelt ce qu'il voulait entendre. Il était là pour lui dire ce qu'il devait savoir. Roosevelt choisit Marshall quand même, ou peut-être à cause de cela. Lorsque Marshall entra dans son nouveau bureau le 1er septembre 1939, il hérita d'une armée qui méritait à peine ce nom. L'armée des États-Unis se classait 19e au monde, derrière le Portugal, juste devant la Bulgarie. Force totale, 190 000 hommes. Le département de police de New York avait plus d'officiers que l'ensemble du corps des Marines des États-Unis. L'équipement de la Première Guerre mondiale remplissait encore les entrepôts. Les fusils étaient en nombre insuffisant, les chars étaient rares. L'armée s'était entraînée avec des fusils en bois et des camions étiquetés chars lors d'exercices récents. C'était, comme l'a dit un observateur, tout en os et sans muscles. Marshall regarda cette force squelettique et vit une tâche impossible devant lui. La guerre arrivait en Europe, probablement en Amérique finalement. Quand elle arriverait, les États-Unis auraient besoin d'une armée 10 fois plus grande que ce qui y existait. Une armée de 2 millions d'hommes, peut-être plus. Une armée qui pourrait mener une guerre mécanisée contre la Wehrmacht. Une armée qui n'existait pas. Et entre Marshall et cette armée se tenaient des centaines d'officiers qui ne seraient jamais capables de la diriger. Le problème n'était pas la déloyauté, ce n'était pas la lâcheté. C'était l'âge, l'épuisement et l'obsolescence. L'armée fonctionnait sur un système d'ancienneté qui promouvait les officiers uniquement en fonction du temps et du service. On n'avançait pas parce qu'on était bon, on avançait parce qu'on était patient, parce que quelqu'un devant vous mourait ou prenait sa retraite. Les officiers pouvaient passer 15 ans comme capitaine, 20 ans comme commandant. Des colonels dans la soixantaine commandaient des régiments qu'ils pouvaient à peine suivre. Marshall lui-même avait été colonel pendant la Première Guerre mondiale. Après la fin de la guerre, il fut réduit à son grade de temps de paix de capitaine. Il passa 15 années de plus avant de redevenir colonel. Plus d'1 millier d'officiers d'âge et d'expérience appropriés pour lieutenant-colonel étaient encore capitaines en 1939. Ils n'étaient pas bloqués parce qu'ils avaient échoué. Ils étaient bloqués parce que le système ne promouvait pas en fonction de la capacité, il promouvait en fonction de l'attente. Certains de ces officiers étaient brillants, d'autres étaient médiocres, beaucoup étaient simplement trop vieux, dans la cinquantaine et la soixantaine figés dans leurs pensées, formés pour combattre la dernière guerre. Ils connaissaient les charges de cavalerie et la guerre de tranchées, ils ne connaissaient pas la guerre éclair.
Il ne connaissait pas les opérations interarmes. Il ne comprenait pas que la guerre avait fondamentalement changé. L'Allemagne venait de démontrer à quoi ressemblait la guerre moderne. La Pologne tomba en 4 semaines. Les chars percèrent les lignes défensives. Les bombardiers en piqué détruisaient les colonnes de ravitaillement. L'infanterie ne pouvait pas suivre. La cavalerie fut massacrée. Tout ce que les vieux officiers savaient était obsolète, et Marshall devait construire une armée qui pourrait mener ce nouveau type de guerre. En octobre 1939, un mois après avoir pris le commandement, Marshall parla franchement à son état-major. Les officiers généraux actuels de la ligne sont pour la plupart trop vieux pour commander des troupes au combat sous la pression terrible de la guerre moderne. La plupart d'entre eux ont l'esprit figé dans des schémas dépassés et ne peuvent pas changer pour faire face aux nouvelles conditions auxquelles ils pourraient être confrontés si nous nous impliquons dans la guerre qui a commencé en Europe. Il décrivait son propre corps d'officiers, des hommes avec qui il avait servi, des hommes qui avaient consacré leur vie à l'armée, des hommes qui seraient complètement détruits par le combat moderne. Marshall ne prenait pas plaisir à le dire, mais il fallait que le Congrès l'entende. Il fallait que Roosevelt comprenne. Si l'armée entrait en guerre avec son leadership actuel, elle perdrait. Marshall avait un plan. Il prenait des notes depuis des années. Pendant son temps comme commandant adjoint à l'école d'infanterie de Fort Benning, il avait observé des centaines de jeunes officiers suivre la formation. Il notait lesquels montraient du potentiel, lesquels pensèrent de manière créative, lesquels pouvaient gérer la pression, lesquels dirigeaient bien les hommes. La légende dit qu'il gardait un petit carnet noir avec les noms des officiers en qui il croyait. Que le livre physique ait existé ou non, Marshall gardait définitivement des notes mentales. Il savait qui étaient de fait les officiers talentueux. Le problème était de les placer dans des positions où ils pourraient réellement diriger. Au printemps 1940, l'Allemagne lança son attaque contre la France. La Wehrmacht perça les lignes françaises dans les Ardennes, un terrain soi-disant impraticable. Les panzers foncèrent vers la côte. La France, qui avait résisté à l'Allemagne pendant 4 ans lors de la Première Guerre mondiale, s'effondra en 6 semaines. Les Britanniques s'échappèrent de justesse à Dunkerque. La machine militaire allemande semblait imparable. Le Congrès devint soudainement très intéressé par ce que Marshall disait sur la préparation. La deuxième loi d'appropriation supplémentaire de 1940 fut adoptée. Enfoui dans ces dispositions se trouvait un changement qui semblait technique, mais était révolutionnaire. Elle éliminait l'ancienneté comme seul critère de promotion. Les officiers pouvaient désormais être promus en fonction de leur capacité, en fonction de leur performance, en fonction de leur capacité réelle à faire le travail. Marshall agit immédiatement. Il établit ce qui devint connu sous le nom de conseil de sélection ou conseil de retrait. 6 officiers retraités, dirigés par le général Malin Craig, le prédécesseur de Marshall comme chef d'état-major. Leur tâche était simple et brutale. Examiner les évaluations d'efficacité des officiers plus âgés. Se concentrer particulièrement sur les colonels, dans la soixantaine approchant de la retraite. Déterminer qui pourrait supporter les rigueurs du commandement au combat. Éliminer ceux qui ne le pouvaient pas. Les instructions de Marshall au Conseil étaient explicites. Des temps critiques sont sur nous. Seule la performance d'aujourd'hui compte. Les dossiers de temps de paix passés étaient sans importance. Les médailles gagnées il y a 20 ans n'avaient pas d'importance. Ce qui comptait était une question. Cet officier peut-il diriger des hommes au combat sous la pression terrible de la guerre mécanisée moderne ? Le Conseil se mit au travail. Dans les 6 premiers mois, ils retirèrent 195 officiers, capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels. Des hommes qui avaient servi pendant des décennies se retrouvèrent soudainement forcés à la retraite ou libérés du service actif. En fin de compte, plus de 500 colonels furent retirés du service, plus d'1 millier d'officiers au total. Certains étaient des amis de Marshall, des hommes avec qui il avait servi pendant des années. Cela n'avait pas d'importance. L'armée avait besoin de dirigeants qui pourraient tôt mener la guerre qui arrivait, pas la guerre qui avait déjà été menée. Les journaux de service accusèrent Marshall de se débarrasser de tous les cerveaux de l'armée. Les organisations d'anciens combattants protestèrent. Certains officiers affirmèrent que c'était une purge, un retrait injuste de soldats dévoués. Marshall ne répondit pas aux critiques. Il continua simplement à retirer les officiers qui n'étaient pas aptes à ce qui les attendait.
Tout le monde ne fut pas éliminé. Le colonel George Patton avait 54 ans, juste dans la catégorie d'âge à risque, mais Patton avait l'énergie et la détermination d'un homme 2 fois plus jeune. Le conseil nota sa condition physique, son génie tactique, son état d'esprit agressif. Patton resta. D'autres comme lui restèrent. Le conseil ne retirait pas les officiers parce qu'ils étaient ses vieux. Il retirait les officiers qui ne pouvaient pas s'adapter, qui ne pouvaient pas apprendre, qui ne pouvaient pas diriger dans la guerre moderne. Marshall jouait tout sur cette purge. S'il avait tort, si les officiers qu'il avait retirés avaient été capables, il serait rappelé comme l'homme qui avait vidé l'armée avant son plus grand test. S'il avait raison, il sauverait des milliers de vies américaines. Il n'y avait pas de terrain d'entente. Et à l'été 1941, Marshall découvrirait si son pari porterait ses fruits. En juin 1941, l'armée avait grandi pour atteindre près d'1 million d'hommes. La première conscription en temps de paix de l'histoire américaine avait amené des centaines de milliers de recrues. Les unités de la garde nationale avaient été fédéralisées. Les camps d'entraînement s'étendaient dans tout le sud. De nouvelles divisions se formaient chaque mois. L'expansion était stupéfiante. Mais la quantité ne garantissait pas la qualité. Marshall avait des soldats. Maintenant, il devait savoir si ses officiers pouvaient les diriger. Le lieutenant-général Leslie McNair, directeur de la formation de Marshall, proposa une solution. Des jeux de guerre, des exercices de terrain massifs qui simuleraient des conditions de combat réalistes. Tester les doctrines, tester l'équipement. Plus important encore, tester les officiers, les mettre sous pression, voir qui pouvait gérer le commandement, voir qui craquait. 3 exercices majeurs furent planifiés, les manœuvres du Tennessee en juin, les manœuvres de Louisiane en septembre, les manœuvres de Caroline en novembre. Les exercices de Louisiane seraient les plus importants. Près de 500 000 soldats, plus de soldats que dans toute l'armée seulement 2 ans plus tôt. 50 000 véhicules à roues et à chenilles. 32 000 chevaux parce que la cavalerie existait encore. Ils combattraient à travers la Louisiane et l'est du Texas pendant 3 semaines. 2 armées se battant pour le contrôle de la vallée du fleuve Mississippi. Marshall dit à McNair ce qu'il voulait. « Je veux que les erreurs soient faites en Louisiane, pas en Europe. Et la seule façon de faire cela est de l'essayer. Et si ça ne marche pas, découvrir ce dont nous avons besoin pour que ça marche. » Les manœuvres n'étaient pas scénarisées. Contrairement aux exercices d'entraînement précédents où tout suivait un plan prédéterminé, les exercices de Louisiane donnaient au commandant une flexibilité totale. Planifiez vos opérations. Exécutez comme bon vous semble. Les arbitres noteraient la performance. L'armée apprendrait de ce qui se passerait. Et Marshall observerait son corps d'officiers dans des conditions de champ de bataille pour la première fois. Le lieutenant-général Ben Lear commandait l'armée rouge représentant le Kansas, l'Oklahoma, le Texas, le Missouri et le Kentucky. C'était un disciplinaire intransigeant, colérique et abrasif. Ses troupes ne l'aimaient pas beaucoup, mais il était compétent. Le lieutenant-général Walter Kruger commandait l'armée bleue, représentant l'Arkansas, la Louisiane, le Mississippi, l'Alabama et le Tennessee. Kruger était sévère, exigeant, mais juste. Il était décrit comme l'un des officiers les mieux éduqués et les plus perspicaces de l'armée. À 62 ans, il était en excellente condition physique et parmi les premiers à comprendre les possibilités de la guerre blindée. L'exercice commença le 15 septembre 1941. En quelques heures, il devint clair que ce n'allait pas être un événement d'entraînement typique. L'échelle était sans précédent. Des villes entières se retrouvèrent au milieu d'opérations militaires. Les soldats bivouaquaient dans les champs, sur les bords de route, partout où ils pouvaient trouver de l'espace. Les colonnes de ravitaillement s'étendaient sur des kilomètres. Les systèmes de communication améliorés par rapport aux exercices précédents peinaient encore sous la charge. Les commandants supérieurs devaient être près du front cette fois. Marshall avait insisté là-dessus. Pas de commandement depuis des quartiers généraux confortables, loin derrière les lignes. Le colonel George Patton commandait la 2e division blindée assignée à l'armée bleue de Kruger. Ce qui se passa ensuite devint légendaire. Dans la 2e phase de l'exercice, l'armée bleue reçut l'ordre d'attaquer Shreveport, défendu par les forces rouges de Lear. L'armée rouge avait des positions fortes, des défenses préparées, des unités anti-chars en place.
Une attaque conventionnelle serait coûteuse et lente. Patton ne fit pas d'attaque conventionnelle. Il mena sa division blindée dans une manœuvre de flanc qui couvrit près de 300 km, fonçant à travers l'est du Texas dans un contournement massif des positions de l'armée rouge. Il acheta chaque gallon d'essence dans chaque station-service de campagne de l'est du Texas pour maintenir ses chars en mouvement. Ces unités de reconnaissance capturèrent une partie de l'aérodrome de Barksdale, éliminant le soutien aérien de l'armée rouge de l'exercice. Les chars de Patton arrivèrent en trombe à Shreveport par le nord, tandis que les unités d'infanterie et de cavalerie attaquaient par le sud. L'armée rouge était piégée. Le 28 septembre, alors que la bataille climatique de Shreveport était sur le point de commencer, le quartier général intervint et arrêta l'exercice. L'armée bleue avait complètement mis en déroute les forces rouges. Le jeu de guerre était terminé. Marshall et McNair observèrent tout. Ils prenaient des notes constamment. Quels officiers excellaient, lesquels avaient des difficultés, lesquels montraient de l'innovation, lesquels se figeaient sous la pression. Le colonel Dwight Eisenhower servait comme chef d'état-major pour la 3e armée de Kruger. La planification d'Eisenhower était minutieuse. Son exécution était précise. Il coordonnait les opérations sur des distances massives avec plusieurs divisions. Les journalistes couvrant les exercices le remarquèrent immédiatement. Le reporter de CBS, Eric Sevareid, dit qu'Eisenhower avait plus de sens que tous les autres. Drew Pearson, l'un des journalistes les plus éminents d'Amérique, écrivit qu'Eisenhower avait conçu et dirigé la stratégie qui avait mis en déroute la 2e armée de Liard. Il avait, nota Pearson, un esprit comme un piège d'acier plus une vigueur physique inhabituelle. Eisenhower était lieutenant-colonel. En temps de paix, sous l'ancien système d'ancienneté, il aurait pu rester lieutenant-colonel pendant encore une décennie. Marshall nota son nom. Le lieutenant-colonel Omar Bradley se comporte également bien en Louisiane. Notez. Le lieutenant-colonel Mark Clark, qui avait planifié l'ensemble de l'exercice en utilisant une carte routière de station-service, montra un génie tactique. Notez. Le colonel Joseph Vinegar Joe Stilwell exécuta une attaque de style guerre éclair avec une colonne volante de chars lors des manœuvres antérieures de 1940. Notez. Ce n'étaient pas les généraux supérieurs qui avaient codominé le leadership de l'armée 2 ans plus tôt. C'étaient ni des officiers plus jeunes, beaucoup encore colonels, qui comprenaient instinctivement la guerre moderne. Ils saisissaient au nez ce que la vieille garde ne pouvait pas. La vitesse comptait, la manœuvre comptait, les opérations interarmes comptaient. Les manœuvres de Louisiane prouvèrent que Marshall avait eu raison de retirer le bois mort. Les officiers qui restaient et les officiers plus jeunes qui montaient maintenant pouvaient réellement mener la guerre qui arrivait. Les manœuvres révélèrent également des problèmes. Les communications nécessitaient des améliorations. La doctrine anti-char nécessitait un raffinement. Les systèmes d'approvisionnement se sont effondrés sous la pression. L'infanterie peinait à suivre le rythme des blindés. Certaines unités utilisaient des chevaux qui s'effondraient d'épuisement et devaient être abandonnés sur le terrain. Les exercices ont montré que la reconnaissance mécanisée était largement supérieure à la cavalerie à cheval. Les divisions qui avaient le choix optaient pour des unités purement mécanisées à chaque fois. Marshall a tout absorbé. C'étaient les erreurs qu'il voulait voir commises en Louisiane, pas au combat. L'armée apprendrait, elle s'améliorerait, elle serait prête. Le 7 décembre 1941, seulement 2 mois après la fin des manœuvres de Louisiane, des avions japonais ont attaqué Pearl Harbor. Les États-Unis étaient en guerre. L'armée que Marshall avait construite allait être testée pour de vrai. Les officiers qu'il avait purgés ne conduiraient pas les soldats américains au combat. Les officiers qu'il avait promus et identifiés le feraient. Ce qui s'est passé ensuite a prouvé que la purge de Marshall avait été nécessaire. Eisenhower, le lieutenant-colonel qui avait impressionné tout le monde en Louisiane, a été promu brigadier général en octobre 1941, quelques semaines seulement après les manœuvres. En quelques mois, Marshall l'a amené à Washington pour diriger les opérations de l'armée. Fin 1942, Eisenhower commandait toutes les forces des États-Unis en Europe. Il a planifié et exécuté l'opération Torche, l'invasion de l'Afrique du Nord. Puis l'opération Husky en Sicile, puis Overlord, l'invasion du jour J, la plus grande opération militaire de l'histoire. Eisenhower est passé de lieutenant-colonel à général 5 étoiles, commandant des millions de soldats en moins de 5 ans.
Cela ne se serait jamais produit sous l'ancien système d'ancienneté. Eisenhower aurait été coincé à attendre que les colonels devant lui prennent leur retraite. Il aurait pu devenir général en 1945, trop tard pour commander quoi que ce soit d'important. Mais la purge de Marshall a ouvert la voie. La capacité comptait maintenant. La performance comptait. Les résultats comptaient. Bradley est passé de lieutenant-colonel à commandant sur le terrain des forces américaines en Normandie. Patton, qui a survécu à la purge et a excellé en Louisiane, a commandé la 3e armée et est devenu le général que les Allemands craignaient le plus. Stilwell a commandé les forces alliées en Birmanie et en Chine. Clark a commandé la 5e armée en Italie. Tous lui devaient leur position à la volonté de Marshall de détruire l'ancien système et de promouvoir sur la base du mérite. Moins de 2 semaines après Pearl Harbor, l'amiral Husband Kimmel et le lieutenant-général Walter Short ont été relevés de leur poste dans le Pacifique. Ils avaient échoué. Le major-général Frédéric Martin, commandant aérien de Short, a également été relevé. Lorsque le lieutenant-général George Kenney a pris en charge les opérations de l'armée de l'air dans le Pacifique à la mi-1942, il a immédiatement retiré 5 généraux qu'il considérait comme du bois mort, ainsi que 40 colonels et lieutenants-colonels. Le système Marshall était désormais standard. Si vous ne pouviez pas performer, vous étiez parti. Marshall a estimé qu'il avait forcé au moins 600 officiers à partir avant que les États-Unis n'entrent dans la Seconde Guerre mondiale. Des centaines d'autres ont suivi pendant la guerre elle-même. La purge ne s'est jamais arrêtée. Chaque fois qu'un officier échouait, Marshall le remplaçait. Le corps des officiers de l'armée est devenu impitoyablement basé sur le mérite. Le système de promotion temporaire a créé un avancement illimité pour ceux qui produisaient et un licenciement sommaire pour ceux qui ne le pouvaient pas. Les critiques d'en pourraient dire que Marshall était dur, brutal même, mais les chiffres racontent l'histoire. Lorsque Marshall est devenu chef d'état-major en 1939, l'armée des États-Unis comptait 190 000 soldats. En 1945, elle en comptait 8 300 000. Cette armée a conquis l'Allemagne nazie et le Japon impérial simultanément. Elle s'est battue à travers l'Afrique du Nord, l'Italie, la France, la Belgique, l'Allemagne, les Philippines et des dizaines d'îles du Pacifique. Elle a gagné parce qu'elle avait des dirigeants qui pouvaient s'adapter, innover et exécuter sous pression, des dirigeants que Marshall avait identifiés, promus et habilités. À la fin de la guerre, les chefs d'état-major britanniques ont appelé Marshall l'architecte et le bâtisseur de la plus belle et de la plus puissante armée de l'histoire américaine. Winston Churchill l'a appelé l'organisateur de la victoire. Bernard Baruch l'a appelé le premier stratège mondial. Le président Harry Truman a dit que Marshall était l'homme qui avait gagné la guerre. La purge de Marshall avait fonctionné. Non pas parce qu'il avait retiré des officiers incompétents, bien qu'il l'ait fait, non pas parce qu'il avait promu des officiers brillants, bien qu'il l'ait fait. Cela a fonctionné parce que Marshall comprenait quelque chose de fondamental sur la guerre. Les outils changent, les tactiques évoluent, la technologie progresse, une armée qui refuse de s'adapter meurt. Un corps d'officiers qui valorise l'ancienneté plutôt que la capacité perd. L'Allemagne l'a prouvé en 1939 et 1940. Ils avaient réinventé la guerre avec la guerre éclair, vitesse, choc, armes combinées. La Pologne est tombée en quelques semaines, la France est tombée en quelques semaines. Les anciennes méthodes ne fonctionnaient plus. Les officiers qui ne pouvaient pas voir cela, qui ne pouvaient pas s'adapter, qui ne pouvaient pas apprendre, sont devenus des handicaps au lieu d'atouts. Marshall a vu cela clairement. Il avait regardé les officiers américains pendant la Première Guerre mondiale lutter avec des tactiques dépassées et une mauvaise planification. Il avait vu des milliers de soldats mourir parce que leurs dirigeants ne comprenaient pas la guerre moderne. Il n'allait pas laisser cela se reproduire. Alors, il a purgé. Il a retiré. Il a promu. Il a construit un corps d'officiers qui pouvait mener la guerre qui existait, pas la guerre qu'il souhaitait, qui existe. Les manœuvres de Louisiane étaient son terrain d'essai, l'endroit où la théorie rencontrait la pratique, où les plans faisaient face à la réalité, où les officiers montraient ce qu'ils pouvaient faire sous pression. Certains ont excellé, d'autres ont échoué. Marshall a tout noté. Les officiers qui ont performé ont continué à commander des armées. Les officiers qui ont eu des difficultés sont partis à la retraite ou dans des postes administratifs
où il ne pouvait pas faire tuer des soldats. C'était dur, c'était nécessaire, et cela a gagné la guerre. Après la guerre, Marshall a continué à servir. Il est devenu secrétaire d'État sous le président Truman. En 1947, il a proposé le programme européen de relèvement connu depuis sous le nom de Plan Marshall. Le programme qui a reconstruit l'Europe occidentale, qui a créé les conditions économiques pour que la démocratie survive, qui a empêché l'expansion soviétique. Pour ce travail, Marshall a reçu le prix Nobel de la paix en 1953, le seul général de l'armée à avoir jamais reçu cet honneur. Mais le plus grand héritage de Marshall n'est pas le plan de Marshall, c'est le système Marshall, l'idée que les postes de direction devraient être occupés par les personnes les mieux qualifiées pour faire le travail, pas les personnes qui ont attendu le plus longtemps, que la capacité compte plus que l'ancienneté, que les résultats comptent plus que le temps et le service, que la survie d'une organisation dépend de sa volonté de retirer les personnes qui peuvent s'adapter et de promouvoir les personnes qui le peuvent. La leçon que Marshall a enseignée en 1939 reste pertinente aujourd'hui. Les organisations font face à un changement constant. La technologie évolue, les méthodes s'améliorent, les menaces changent. Les dirigeants qui ont prospéré dans les conditions précédentes pourraient ne pas être adaptés aux défis actuels. Le choix est simple, s'adapter ou mourir, promouvoir sur la base du mérite ou perdre sur la base de l'obsolescence. Marshall a fait le choix difficile, il a purgé, il a promu, il a reconstruit. Et lorsque le plus grand test est arrivé, l'armée qu'il a créée était prête. Les officiers qu'il a choisis ont gagné la guerre. Chaque bataille, chaque campagne, chaque théâtre. De la Normandie au Rhin, de l'Afrique du Nord à Berlin, de Guadalcanal à la baie de Tokyo, les forces américaines ont prévalu parce que Marshall avait eu le courage de retirer les dirigeants qui ne pouvaient pas diriger et de promouvoir ceux qui le pouvaient. Le 1er septembre 1939, Roosevelt a pris une décision qui a choqué l'establishment de l'armée. Il a choisi un officier 33 rangs plus bas dans la liste d'ancienneté, un officier qui n'avait jamais commandé de troupes au combat, un officier dont la plupart des gens n'avaient jamais entendu parler. Roosevelt a choisi George Marshall. Et Marshall a passé les 6 années suivantes à prouver que le mérite compte plus que l'ancienneté, que la capacité compte plus que les références, et que la volonté de changement d'une organisation détermine si elle survit ou meurt. La purge de Marshall a sauvé l'armée américaine. Elle a créé le corps d'officiers qui a gagné la Seconde Guerre mondiale. Elle a établi des principes qui guident encore le leadership militaire aujourd'hui. Et elle a prouvé que parfois la décision la plus importante qu'un dirigeant peut prendre est de décider qui ne devrait plus diriger.